Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de transmission des bonnes pratiques et des leçons tirées du programme d'accélération de l'Afrique Excel 2018-2019. Je suis Thomas Gilquin, responsable du financement et du développement international au CIPMEN et au sein du réseau Sahelinov et membre du consortium de mise en place du programme l'Afrique Excel. Cet exposé a eu lieu le 10 juillet 2017 dans les locaux de la Banque mondiale à Niamey au Niger, en présence des représentants de 11 incubateurs, le CETID, iHub, La Fabrique, le CIPMEN, 2M Invest, Sabutech, Active Spaces, le CETIC, le CUM, l'Oasis des entrepreneurs et Wenac Labs, issus de 8 pays d'Afrique au Niger, notamment Djibouti, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Cameroun, la Mauritanie et le Tchad. Les responsables de ces incubateurs pourront, au cours de cet exposé, intervenir pour poser des questions ou apporter leurs remarques. Les 6 premières minutes de cette vidéo ont été réenregistrées à cause d'un problème technique survenu lors de l'enregistrement. L'Afrique Excel, qu'est-ce que c'est ? L'Afrique Excel, c'est un programme du groupe de la Banque mondiale avec le Centre d'agribusiness et d'innovation de Tubanisio et le soutien financier de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Ce programme est mis en œuvre par le consortium composé de VC4Africa, Suguba et Sahelinov, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui. Concrètement, l'Afrique Excel, c'est un programme d'accélération qui, durant 6 mois, soutient 20 startups à fort potentiel, issus du secteur du numérique et actifs sur les marchés d'Afrique francophone. L'idée, c'est dans un premier temps d'identifier les 20 meilleures startups issues de toute l'Afrique francophone, championnes, puis de les appuyer sur des points clés de leur développement, avec, dans l'idée, de les aider à affiner leur stratégie de croissance, de leur faciliter l'accès à des partenaires et à des investisseurs avec toutes les clés en main pour pouvoir aboutir à des collaborations fructueuses. C'est aussi de favoriser une expansion sur de nouveaux marchés et notamment en Afrique francophone, mais également sur tout le continent africain. Et dans une finalité qui est celle de la levée de fonds, avec donc une facilitation à la levée, dans un objectif de lever entre 250 000 et 5 millions de dollars par startup. Ce programme intervient dans un contexte compliqué auquel la Banque mondiale a voulu répondre en créant l'Afrique Excel. Ce contexte est caractérisé par le fait que, en Afrique, et en particulier en Afrique francophone, s'il y a de plus en plus de solutions dédiées au soutien de l'entrepreneuriat, ces solutions sont adaptées à des entrepreneurs early stage, en tout début de leur aventure entrepreneuriale, et il n'y a pas de programme focalisé sur l'investment readiness destiné aux entrepreneurs de pré-série A. Les hubs existants, qui sont nombreux, n'ont pas les ressources ni le réseau adapté à une accélération à grande échelle, et notamment sur différents marchés, à l'international. Ce qui fait qu'il n'y a donc aucune solution de soutien adaptée aux entreprises en croissance en Afrique francophone. Partant de ce constat, la Banque mondiale a donc rassemblé les partenaires des secteurs privés et publics pour mener à bien ce programme et agir donc toujours dans une logique de transmission, en partageant les enseignements tirés avec les responsables d'incubateurs pour qu'ils puissent poursuivre ce travail dans la région, d'où la raison de notre présence ici aujourd'hui. La Banque mondiale, avant l'Afrique Excel, a mené le programme Excel Africa en 2017, qui fut un franc succès. La différence majeure, c'est que Excel Africa était un programme panafricain, quand l'Afrique Excel se concentre sur l'Afrique francophone. Lors du programme Excel Africa, plus de la moitié du portefeuille a réussi à lever, avec près de 27 millions de dollars de financement au total. L'Afrique Excel a donc des ambitions à la hauteur de Excel Africa, et pour y parvenir, a développé un planning visant à atteindre au mieux les objectifs de ce programme, composé en 5 phases. Premièrement, la phase d'inscription et de sélection.
Il s'agit d'une phase extrêmement critique puisque c'est à ce moment que nous devons identifier les startups championnes et donc les meilleures de tous les écosystèmes d'Afrique francophone qui représentent de nombreux pays. L'objectif de cette étape, c'est donc de faire d'abord connaître le programme à travers tous les pays d'Afrique francophone, de recevoir les candidatures des startups visées par le programme et de sélectionner dans ces candidatures-là les 20 meilleurs qui participeront à la phase 2. Cette deuxième phase s'est déroulée à Bamako, au Mali, du 25 au 30 mars 2019. Et ces 10 jours ont été dédiés à la formation, avec un condensé de formation destiné aux entrepreneurs, au networking, avec notamment la participation au forum, des investisseurs en Afrique francophone. Mais c'est aussi une étape coup près dans le programme, puisque 10 startups vont être sélectionnées lors de ces 10 jours pour continuer le programme, tandis que les autres, même s'ils pourront accéder à un certain nombre de ressources du programme, ne continueront pas officiellement dans le programme l'Afrique Excel. Donc je disais que après la formation au Mali, 10 startups ont été sélectionnées et pendant tout du long, elles ont pu avoir accès à une académie en ligne dont on reparlera tout à l'heure, une deuxième formation en France dont on reparlera tout à l'heure et un programme de mentorat dont on parlera également tout à l'heure, dont certains d'entre vous. Donc il y a plusieurs points très importants qu'on va aborder. Et le premier, c'est la Outreach Campaign, donc la campagne d'information et de recrutement. Comment est-ce qu'on fait pour aller informer et chercher des startups qui correspondent à nos critères dans un territoire aussi vaste. Donc l'objectif, comme on l'a dit, c'est d'identifier 20 startups pour commencer. Ensuite, on descendra à 10. Il faut que les entrepreneurs soient donc des startups dans le numérique, mais qu'elles répondent à un certain nombre de critères. Avoir au moins un produit ou service disponible sur le marché, enregistrer une traction significative sur son marché d'origine, et avoir commencé à préparer son expansion sur plusieurs marchés étrangers, avoir un modèle commercial évolutif et un potentiel de croissance annuelle de 15 à 20% des revenus sur une période de 4 ans. Les entrepreneurs doivent être en Afrique francophone ou alors avoir la partie principale de leur marché en Afrique francophone. Donc le critère, ce n'était pas forcément d'être une entreprise de droit d'un des pays d'Afrique francophone, mais bien d'avoir au moins 70% de ses activités sur l'Afrique francophone. Et enfin, ça c'est un critère non discriminant, mais qui permettait quand même, en réalité, qui était un vrai plus, avoir déjà levé des fonds quelque part en extérieur. Donc Business Angels, fonds d'amorçage, type Afrique Excel, type Afrique Innov, etc. Voilà. Donc, pour trouver ces 20, on a axé notre campagne sur 2 axes principaux. Une campagne grand public, d'une part, mais aussi une campagne de réseau sur un système de parrainage et d'invitation directe. La campagne a duré 8 semaines, donc de novembre à janvier 2019. Et sur la campagne grand public, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez tous les détails après, on vous enverra les documents, mais sur la campagne grand public, évidemment, on a du réseau social, on a de la presse, RP, avec d'ailleurs une grosse réussite, plus 500 publications sur l'Afrique Excel. On a également de l'événement, donc on a pu annoncer le départ de ce programme pendant le Early Stage African Investor Summit à Cape Town en novembre 2018, mais aussi sur plusieurs événements à travers l'Afrique où on a pu avoir accès à Excel. L'un des membres du consortium a pu présenter ce programme. Donc là, c'est vraiment pour la campagne grand public. Côté événement, et il y avait également des webinars. On a organisé 3 webinars où les gens pouvaient s'informer sur le programme et discuter directement avec les membres du consortium. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette campagne
campagne grand public a évidemment pour but de recruter des startups, mais également de se faire connaître et de faire connaître le programme aux potentiels partenaires et aux potentiels investisseurs. Maintenant, la campagne de parrainage et d'invitation directe, c'est vraiment du réseau, c'est vraiment pour avoir la qualité. C'est-à-dire qu'on a parlé à tous nos partenaires, et notamment principalement les investisseurs, mais également les écosystèmes, les partenaires d'écosystèmes. Beaucoup d'entre vous ont reçu des mails de notre part en demandant de référencer des entrepreneurs. Ce système a permis d'avoir vraiment directement des gens qui sont, on y reviendra aussi un petit peu plus en profondeur, mais qui correspondent au profil recherché. Et donc, du coup, après, une fois qu'ils ont été référencés, parrainés, on peut les contacter directement en leur proposant de participer au programme. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que au terme de l'appel à candidature, on a eu 450 candidatures à peu près. Le ratio par rapport à la campagne publique, c'est environ 360 qui sont inscrits parce qu'ils ont entendu parler du programme par la campagne publique. Environ 90 viennent du parrainage et de notre système de réseau. Par contre, quand on regarde au niveau des finalistes, on voit que la tendance inverse. C'est-à-dire que 65% des finalistes viennent pour le coup du réseau et ont été référés, parrainés, principalement par des investisseurs d'ailleurs. Et 35% restants sont issus de la campagne grand public du bouche à oreille. Bon, il y a précisé le nombre. Je pense que le meilleur exemple, c'est justement Star News Mobile, dont on parlait tout à l'heure, qui lui n'avait pas été référé. Ah oui. C'est toi? Bon. Il a été référé, mais pas par un investisseur. Hein. C'est ça. Donc du coup, ce qui a bien fonctionné sur cette campagne, c'est vraiment cette approche de volet. On n'aurait pas pu faire l'un sans l'autre. On n'aurait pas pu avoir la qualité si on n'avait pas joué sur le réseau. Mais en même temps, on n'aurait pas pu faire connaître le programme et on n'aurait pas pu avoir autant de partenaires si on n'avait pas fait de grand public. Donc ça, je pense que c'est quelque chose vraiment à retenir. C'est cette approche à deux volets et qui avait déjà été utilisée pendant Excel Africa en 2017 et qui avait déjà été un succès. Ça a permis un gros engagement, donc, comme je disais, de beaucoup de partenaires dans l'écosystème. Ça a permis aussi de demander aux investisseurs d'envoyer leurs références, qui les encourage. Et en fait, les gens qu'on recherche sur ce programme, les fondateurs, les entrepreneurs qu'on recherche sont des gens assez avancés. Donc, du coup, généralement, c'est des gens qui ne cherchent plus à faire du concours, qui voient des concours tout le temps, qui voient des programmes tout le temps, et qui ne vont pas naturellement aller postuler. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est que quand un investisseur auquel tu as confiance, avec qui tu as déjà discuté, vient te dire, t'appelle et te dit, bon, tu devrais, je te conseille d'aller sur ce programme, là, par contre, tu vas y aller beaucoup plus facilement. Alors que tu ne serais pas allé en voyant une pub sur Facebook. Et puis voilà, c'est surtout, ça nous permet un accès à des startups matures. Ensuite, en plus de ça, ça nous a permis de faire une grosse base de données de startups avec tous les référencements. Et donc, on a pu suivre en même temps si ces startups-là avaient candidaté ou pas. Et auquel cas, si elles n'avaient pas candidaté, on a pu les relancer pour voir si elles étaient intéressées pour rester. Donc ça, vraiment, c'était ce qui avait bien fonctionné sur la campagne. Ce qui a moins bien fonctionné, c'est un des objectifs de la banque, la parité. On n'a pas eu l'objectif, 50% de femmes. Sans doute qu'il y a plus de femmes au niveau idéation que ce niveau early stage dans les femmes. Bonjour. Il n'y avait pas d'ambassadrice qui a pu vraiment incarner le programme. Bon, après, il y a des facteurs classiques, voilà, l'éducation, etc. Mais bon, voilà, donc ça c'est par rapport aux femmes. Il y a combien de femmes sur les 20 alors, en fait, dans les fondateurs, seulement
Je me souviens pas en avoir vu. C'est numérique. Tellement il y a plein de gens. Il y a dans les non, justement, il n'y a pas de femme. Donc j'ai pas vu quelque chose où il y a Il y a PAPS où il y a une femme, cofondatrice, Gaëlle Page. Bon, elle n'est même pas cofondatrice. Elle est, bon, elle est, Non, elle est maintenant associée. Ah, c'est nouveau, mais Non. en tout cas, à ce moment-là, Mais oui, elle n'est pas cofondatrice. Elle est... Et elle est il y avait, employée. dans les 20, il y en avait quelques-uns. moi, j'ai pas de souvenir de voir de femme. Celui qui est sur WebEx, il est connecté ou pas? Oui, il est connecté. Il est connecté. Voilà, donc ensuite, la difficulté, c'était aussi voilà, la période. Bon, c'était une bonne période de mois pour la campagne, c'était largement suffisant, mais par contre, on était en période de fête, donc c'est toujours un peu plus compliqué en fin d'année. Et on a fait sans doute une erreur. On a travaillé pour la campagne réseaux sociaux avec une agence numérique du Niger, locale. Ça n'a pas été aussi efficace que ce qu'on voulait parce que en réalité, quand on sous-traite ce genre de communication, souvent ils n'ont pas une idée précise du programme réellement et donc du coup il y a toujours un gap entre ce qu'ils peuvent communiquer et ce que nous on veut réellement communiquer. Donc à l'avenir, si, les conseils que l'on donne, c'est vraiment cette approche à deux volets. Campagne grand public, plus sollicitation de référence, c'est minimum une fenêtre de candidature de 8 semaines. Si on augmente la zone géographique, comme ce qu'on voudrait faire a priori la Banque mondiale, ce serait un peu plus long, mais en tout cas, il faut qu'il puisse y avoir un échange entre les membres du consortium et ceux qui vont postuler réellement, les candidats sérieux. Et voilà, donc, et puis bon, pour la communication, gérer ça en interne, c'est toujours plus simple. Donc ça, on en a parlé. Voilà, bon, rapidement, mais il y a eu à peu près 50 jeunes entreprises qui ont reçu des invitations directes à postuler. Et 20% des entreprises approchées ont répondu avec leur candidature. Pour vous donner un ratio. Par contre, on a contacté plus de 30 investisseurs au niveau du consortium. La plupart c'était des fonds de capital risque, mais aussi des networks de business angels, des choses comme ça, en leur demandant de recommander des startups au programme. Et là, pour le coup, on a eu un taux de réponse à 90% sur cette approche-là. Donc ça veut dire que les investisseurs finalement sont aussi demandeurs de ce genre de programme parce que ils nous ont répondu extrêmement facilement et ont vraiment voulu s'impliquer dans ce programme et vous le verrez tout au long du programme pour pouvoir développer ce programme. Donc au niveau des écosystèmes, bon là je pense que certains d'entre vous se connaîtront. Et ça c'est certains des partenaires investisseurs que vous pouvez voir à l'écran. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gros investisseurs qui ont l'habitude d'être sur nos écosystèmes. Plus de 120 références en tout, avec les investisseurs et les hubs, les différents partenaires de l'écosystème. 2 tiers des investisseurs, 1 tiers des partenaires écosystème. Un total de 170 startups citées et directement invitées à postuler. Et 55% de cette liste ont pu finalement poser leur candidature. Donc c'est quand même, là on parle de cette campagne de réseautage, on voit que vraiment ça a eu un impact et un vrai succès. Ensuite, le deuxième point, c'est le processus de sélection qui est sans doute le plus critique, parce qu'une fois qu'on a appelé ces gens à postuler, il faut bien savoir comment on fait pour trouver les bonnes startups, parce que l'objectif final, on y revient, c'est quand même à la fin que ces startups puissent lever. Elles cherchent à lever et font donc, il faut absolument que ces startups correspondent réellement à des entreprises en pré-série A ou à la limite un lancage, mais qui aient des vrais besoins et qui pourraient réellement intéresser des entrepreneurs, des investisseurs. Donc,
ça que tout le processus de sélection doit vraiment être en phase avec ces objectifs-là. Et ça débute déjà par le formulaire d'inscription qui, de base, doit demander les bonnes informations pour que nous, on puisse avoir une bonne idée de ce qui se passe. Donc le processus de sélection, il est en plusieurs étapes. Vous avez d'abord une première lecture. Donc la première lecture, elle est faite par le consortium. C'est la seule sélection qui est faite par le consortium. En gros, c'est retirer ceux qui sont directement hors cadre. Par exemple, si quelqu'un a postulé et qu'il n'est pas en Afrique francophone, il est hors sujet, on l'enlève. Si il est à un stade d'idée, on l'enlève, etc. Donc cette première lecture permet de faire le tri vraiment entre guillemets, des déchets qui sont forcément obligatoires dans ce moment où on fait une campagne grand public. On a des gens qui ne sont pas concernés, qui vont postuler, on le sait. Donc ça, c'est ce que nous, le consortium, on a fait. C'était un process qui s'est fait ongoing pendant... Le premier filtre est fait comment? Manuellement? Oui, manuellement. On regarde au fur et à mesure qu'ils arrivent, on regarde tout ce qui arrive. Et puis bon, ça. Après, on va en parler un petit peu tout à l'heure, on a une plateforme. C'est la plateforme de Visit for Africa. Donc c'est une plateforme qui permet donc c'est là où les inscriptions sont mises. Et donc nous, on peut avoir le résumé, on peut noter directement pour les jurys, etc. sur la plateforme. On peut sortir directement la candidature. Donc on a quand même cet outil-là qui aide, mais il n'y a pas une lecture automatique qui fait que s'il ne répond pas aux critères, c'est quand même fait manuellement. Okay. Donc dès que ça s'est terminé, on a gardé 80 startups sur les 450 candidatures. Ces 80-là, enfin même plus de 80, 82, 3, ces 82 ou 3-là sont revus par un comité d'investisseurs. Encore une fois, à partir de là, une fois qu'il y a eu cette première lecture, c'est les investisseurs qui ont toujours été les jurys, à toutes les étapes. Donc ce jury d'investisseurs ont revu donc ces formulaires de candidature, les ont notés et en ont gardé 30. Les 30 ensuite, il y a eu, donc ça c'était jusqu'au 11 février, du 11 février au 4 mars, donc pendant un petit mois, des entretiens individuels avec une due diligence qui a été faite pour les 30. Donc à ce moment-là, ils ont discuté avec plusieurs investisseurs par Skype, ils ont dû envoyer des documents pour prouver donc, ce qu'ils nous avaient dit dans leur formulaire. Et l'équipe du consortium était là uniquement en membres observateurs. Et ensuite, on en a gardé 20 qui sont partis à Bamako. À Bamako, il y a eu à la fin de la session, donc comme on l'a dit tout à l'heure, pendant le sommet, non, on n'a pas dit tout à l'heure, à la fin de la résidence à Bamako, il y avait donc le sommet des investisseurs francophones, d'Afrique francophone. Et donc, à ce moment-là, les 20 startups ont pitché sur scène, devant un jury d'investisseurs, encore une fois, pareil, des VC, des Finance Angels, et des Corporate Ventures. Et donc, du coup, à ce niveau-là, on en a gardé 10, c'est ce jury qui a fait l'éclairage. Donc, c'est à la fin de Bamako qu'on a annoncé les 10, le 31 mars. Donc, ce qui nous a vraiment aidé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'utilisation de cet outil, la plateforme de Visit for Africa, qui permet donc un suivi de l'application, une supervision, une transparence de la notation aussi, et une extraction très simple des données pour une analyse des candidatures, donc, par pays, par secteur. Donc ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça nous a permis de faciliter énormément la première lecture. Le formulaire d'inscription aussi a été un bon outil pour nous, puisque ça a permis de couvrir les questions des utilités distinctes, avec des champs séparés pour les saisies, et notamment des données numériques, ce qui permet une analyse très aisée, et puis une première lecture beaucoup plus simple aussi, puisqu'on a des cas spéciaux pour les suites. Le processus indépendant et transparent d'examen de notation effectué par des juges externes
ça aussi, ça a été très important parce que ça donne une grande crédibilité au programme. C'était uniquement des investisseurs, comme je l'ai dit, et donc, du coup, ça nous permet de nous-mêmes de ne pas avoir de conflit d'intérêt, mais surtout aussi de donner une crédibilité particulière. Et enfin, ce processus qui est ponctué en différentes phases, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et à part les entretiens où on a vraiment manqué de temps, parce que 3 semaines pour faire 30 entretiens avec des investisseurs qui sont forcément très occupés, c'était assez peu. Mais ça n'empêche que on n'a pas perdu de temps parce que c'est vraiment un process très ponctué. Et donc, du coup, à chaque étape, on sait déjà qu'on a au moins. Heureusement, on n'a pas fait étudier les 450 dossiers par le jury. Juste pour info, le jury il était rémunéré. Alors, le jury n'était pas rémunéré. On y reviendra, mais effectivement, le jury n'était pas rémunéré. C'est les investisseurs qui participent au programme. Ah, qui après. Voilà, qui sont les partenaires investisseurs. Mais ils ne sont pas rémunérés pour ça. Eux, leur intérêt est ailleurs. D'ailleurs, il y avait 6 juges par groupe pour éviter, parce que forcément, puisque c'est des investisseurs qui sont sur les marchés d'où viennent les startups, il peut potentiellement aussi y avoir des conflits d'intérêts. Donc, ça, on avait un nombre suffisant de jurys, on avait un nombre vraiment important d'investisseurs qui se sont mobilisés là-dessus, donc ça nous a vraiment permis d'avoir une multinotation. Et voilà. Le processus de référence mené par les investisseurs externes et capital risque aussi, ça a permis vraiment de constituer une liste restreinte de sociétés qui sont, on le sait avant même de commencer, intéressantes au point de vue des investisseurs. Et voilà. Donc, ce qui n'a pas bien fonctionné, j'en ai parlé tout à l'heure, la période trop courte pour planifier les entretiens individuels. Participation des femmes, encore une fois, on avait. Bon, on n'a pas eu l'objectif. Et puis, le fait que la dernière étape de sélection, le fait qu'on passe de 20 à 10 pendant Bamako, ça, on le met dans la catégorie des choses qui n'ont pas bien fonctionné, parce que déjà, c'est vrai que ça apporte quelque chose, c'est vrai que ça permet d'avoir passé du temps, de la formation et tout avec les startups, donc de s'assurer réellement de la qualité de l'entreprise, mais en même temps, ça crée des ressentiments, des déceptions. On a passé quand même une résidence entière avec ces entrepreneurs-là pour leur dire que finalement ils vont plus suivre le programme. Donc c'était assez difficile à gérer. Voilà. Donc ça c'est une des choses que peut-être on devrait revoir différemment. Et enfin, il y a eu une problématique aussi au niveau justement de ces investisseurs-là qui ont noté, qui ont fait partie du jury à Bamako, qui n'ont pas examiné la documentation supplémentaire. Ils ont noté principalement sur les pitchs ou sur ce qui se rappelait des entretiens qu'ils avaient pu faire avant. Mais ils n'ont pas regardé la documentation supplémentaire parce que, sans doute par manque de temps, alors que ça leur avait été communiqué à l'avance. Donc, ça fait partie vraiment des choses à améliorer. Donc, à mettre en place, pour ceux qui veulent mettre ce genre de programme, c'est du coup, par rapport à la problématique des femmes, du manque de femmes, c'est identifier et nommer une ambassadrice pour le programme, peut-être Naboufa, peut-être aussi de permettre aux 20 entreprises, pour éviter ce qu'on a dit tout à l'heure sur Bamako, de passer de 10 à 20, permettre aux 20 entreprises d'aller au bout du programme. Recruter, comme on a pu le faire, beaucoup d'investisseurs pour que on ait vraiment le plus de neutralité possible dans les notations. Et voilà. Essayer d'avoir un peu plus de temps, comme on disait aussi,
part de 450 applications. Après screening, on arrive à 82. De 82, sur dossier, les investisseurs en fait 30. Ensuite, il y en a sur les 30, il y a la due diligence, puis avec les entretiens, on passe à 20, et des 20 après, à Bamako, on arrive à 10. Il nous reste 30 minutes avec commentaires et discussions. Donc il faut que tu... Et on n'a pas encore parlé. C'est des carrières. Oui, ça c'est les 20 premières là. Voilà. C'est les 20 premières. Et ça, c'est les 10 qui ont continué. Maintenant, donc, on arrive au programme en lui-même. Qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner une fois qu'on les a sélectionnés, etc. Comment on les accompagne, comment est-ce qu'on essaye de leur apporter réellement quelque chose dans cet objectif toujours de levée de fonds, sans être trop lourd, parce qu'ils sont déjà face à des réalités opérationnelles qui leur prennent beaucoup de temps. Ils sont dans des phases de croissance. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit leur apporter pour pouvoir être efficace et atteindre ces objectifs. Le curriculum en lui-même, le programme, ce que nous on apporte, c'est la relation avec les investisseurs, la mise en relation avec les investisseurs. Le programme de mentorat, c'est un programme de mentorat qui dure 6 mois. Chaque entrepreneur a été matché à 2 mentors, un mentor investisseur et un mentor business. Pour être sûr de l'implication, les mentors là-dessus ont été payés. C'est $1000 par mentor pour le programme. Mais Pendant les 6 mois. Pour les 6 mois. Pour les 6 mois, Okay. C'est vraiment formalisé. Hein, il ne faut pas ça pour l'argent. En fait, on s'est aperçu sur d'autres programmes, etc., que si on ne formalise pas la relation, il peut arriver. Ils peuvent être libres de ce. Voilà. Donc là, on formalise. Donc il y a eu tout un processus pour voir le matchmaking. L'avantage, c'est qu'on avait beaucoup d'informations, donc c'était assez facile. On y reviendra, on avait un gros pool de mentors aussi, donc c'était intéressant. L'idée, c'est que pendant ces 6 mois-là, ces mentors travaillent avec l'entrepreneur, et c'est le cœur même, c'est la partie la plus importante de ce processus d'accompagnement. Ils avaient, entre Bamako, la résidence de Bamako et la résidence de France, ils avaient 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là, il y avait des objectifs avec des livrables à fournir sur lesquels les mentors vont accompagner leurs mentis pour la production de ces livrables, c'est-à-dire des pitch decks pour présenter à Vivatech. Combien d'heures de mentorat? Alors, pendant les 2 premiers mois, on est entre 6 et 8 heures par mois, et après on descend un petit peu à 4 à 8. Suivant la relation et ce qui s'est installé entre eux, ils sont quand même relativement... C'est combien? 5 ou 10? Ça fait 10 entrepreneurs qui ont chacun 2 mentors, donc 20 mentors. Donc 20 mentors. Un mentor en tout. On a le profil des mentors? On les a, oui. Je vais vous montrer après. Alors, moi je suis sur la liste. D'accord. Je pas tous les mentors. Alors, pour la sélection des mentors, donc déjà, nous, on a contacté, donc c'est pareil, hein, certains d'entre vous, voilà, le réseau, pour faire un pool de mentors. Donc ce pool-là, il est disponible sur le site internet. Sur la base de, déjà, ce qu'on a vu pendant la due diligence, pendant les entretiens, ce qu'on a vu à Bamako et les demandes directes des entrepreneurs, on a fait un needs assessment pour savoir quels sont les besoins réels de chacun d'entre eux. Ensuite, nous, bien sûr, les mentors aussi pouvaient, on avait une liste des... Bon, le principe de mentorat. Le principe de mentorat, et vous pouvez nous demander, voilà. Maintenant, Ixel Academy. Oui. Il y a quoi dedans? Ixel Academy, je vous montrerai rapidement le contenu. Et donc, c'est des cours en ligne, accessibles gratuitement, qui sont réellement faits pour cette pré-série-là.
Mais quoi? C'est des contenus en ligne, des formations en ligne. Oui. Quel domaine? Ben justement, je vous Ok. ça fait. D'accord. Non, c'est pour ne pas dormir, hein. C'est pour ça que je... J'ai un peu dormi. Question. Oui. Alors, j'ai cru, s'il te plaît, tu peux juste me rappeler, tu as dit que les mentors, il y en avait deux, donc il y en avait un qui était business, investisseur, et un qui était... C'est quoi la différence? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a, puisque c'est des solutions tech, et comment est-ce que vous gérez le côté effectivement peut-être technique des différentes solutions? Alors, pourquoi... Je peux répondre un peu? Oui. Oui. Détache-toi un peu du côté tech, parce qu'ils sont très avancés, ils ne sont pas en prototypage. C'est des structures qui sont assez avancées, en fait. Le mec était là, non? Non, je sais, mais donc, est-ce qu'il y avait encore... On a eu le cas de un qui nous a fait ça, qui nous a demandé effectivement, qui avait mis, enfin, on avait pu sentir dans son lead assessment qu'il avait besoin de continuer l'assistance technique. On a, en l'occurrence, le mentor, c'est Cyril Koumako, qui a un profil extrêmement intéressant. Mais il a aussi le côté business, puisque lui-même a été entrepreneur à succès. Donc, il avait un peu cette double casquette-là. Ça correspondait aux besoins, on les a matchés, voilà, tout simplement. Maintenant, la plupart des autres n'avaient pas de besoin tech. Pourquoi donc les investisseurs et le business? C'est que l'idée, c'est d'avoir vraiment ce double regard. On a des objectifs de levée de fonds, encore une fois, donc il faut faire la préparation d'investissement. Donc, c'est pour ça qu'on veut un mentor investisseur. Maintenant, il y a toujours un besoin de structuration du business, etc. C'est pour ça qu'on veut aussi un mentor business qui connaisse un peu mieux aussi le secteur, qui sont plus locaux, etc. Et puis c'est normal. Un mentor investisseur n'a rien à voir avec le mentor Avec business. le mentor business. Donc ensuite, on a eu cette formation en résidentiel au Mali. Les 20 ont participé. Il y a eu plusieurs formations, avec notamment l'IP. C'est-à-dire le contenu XL Academy, cette fois-ci, en physique. Du coup, c'est pas les mêmes, mais oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des formations directes. Et puis, il y a eu cette participation au sommet. L'idée, c'est que ce soit des semaines de formation, mais aussi des semaines d'exposition et de réseautage avec les investisseurs. Il y a eu ensuite en France, c'était à Aix-en-Provence, à The Camp, et puis à Paris, notamment marqué par Vivatech, etc. Voilà, donc ça c'est le programme, ce qu'on propose, en condensé. Alors au Mali, bon, il y a eu des choses qui ont, alors on parlait du contenu, on a focus sur 3 sujets qui correspondent a priori RH, voilà, legal, and investment. Voilà. Ok. Donc, ça vraiment, c'est ce qu'on avait vu déjà sur Excel Africa. D'accord. C'est ça les sujets. Ensuite, il faut qu'on précise, le seul partenariat payant qu'on a eu avec, pour les formations, c'est avec IEP, qui sont venus mais qui ont fait une formation sur justement la préparation à l'investissement, qui a été extrêmement appréciée. C'est des choses sur lesquelles les entrepreneurs à ce niveau-là n'ont pas forcément en fait les connaissances réelles de quels sont les types d'investissements, de comment on fait des term sheets, etc. Donc tout ça, c'est des choses à apprendre. Évidemment, il y a eu des feedbacks tout au long de la semaine, etc. Il y a eu beaucoup d'acteurs grâce au sommet, ça c'était très intéressant en termes d'exposition. Et puis ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette résidence à Bamako, les 20 ont pu profiter du programme. Même ceux qui n'ont pas continué après, ils ont pu quand même rencontrer les investisseurs, ils ont pu quand même profiter de certaines formations. Ce qui a été moins bien, c'était que l'annonce des 10, bon, c'est vrai que ça n'a pas réellement été très bien compris, comme pourquoi il y en avait 10 qui étaient sélectionnés, à quoi ça correspondait. Vous avez pas assez communiqué au début sur ça, ou bien on était avertis?
Oui, alors non, au niveau des entrepreneurs, ils le savaient tous, mais au niveau du public, peut-être un peu moins. Et c'est vrai que la semaine de résidence étant très intense, on n'a pas laissé suffisamment d'occasion de temps libre, notamment pour des échanges directs avec les investisseurs. Ça, c'est vraiment des choses à améliorer. Voilà, donc c'est le programme. Alors, au niveau du programme de mentorat, ce qui a bien fonctionné, c'est qu'on avait une très large base de mentors. Y avoir accès, avec beaucoup d'expertise professionnelle, notamment donc investisseurs, mais aussi, comme on l'a dit, des profils business avec différentes spécificités au niveau des secteurs d'activité et des secteurs géographiques également. Beaucoup de sources d'informations, c'est-à-dire que le needs assessment, on a pu le faire par beaucoup de canaux, entre la due diligence, les échanges qu'on a pu avoir, les retours des différents jurys, etc., et puis la communication directe avec les entrepreneurs, on a pu avoir des needs assessments assez proches de la réalité et assez bon, on a pu profiter de ce qui avait été fait sur les années précédentes, tout ce qui est administratif, donc ça c'est difficile. On a eu une équipe dédiée, principalement composée de la fabrique du site même, pour assister à tous les premiers interviews. Et il y a une spécificité un petit peu de ce programme, c'est qu'on avait un mentor des mentors. Donc c'est quelqu'un qui a suivi tous les premiers rendez-vous entre les mentors et leurs mentees, et qui devait donner, qui a comme rôle de donner des feedbacks aux mentors. Donc de les aider, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui travaille dans un network de business angels, qui s'appelle Patrick, qui a beaucoup d'années d'expérience en mentorat. Voilà, et on a eu la participation d'un des alumni de 2017, Mathias Tapé de Point Afrique, qui est mentor et qui a aussi participé à Résidence du Mali, qui a pu donner beaucoup de feedback, etc. Donc qui a eu une vraie valeur ajoutée. Ce qui a moins bien fonctionné, c'est que, pareil, un jour, les femmes, sur les 88 mentors de notre pool, il n'y avait que 31 femmes, 57 hommes, et au final, 5 femmes sur 20. C'est pas énorme. Le rôle du mentor des mentors n'a pas été très bien compris, notamment par les entrepreneurs qui ne comprenaient pas pourquoi ce monsieur était là pendant leur premier entretien avec leur mentor. Et le mentor des mentors lui-même a eu trop peu de temps en fait pour se familiariser avec chaque startup, ce qui fait que ça a été un petit peu plus difficile pour lui de faire des feedbacks vraiment accurés. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est avoir plus de femmes. Les mentors sont comment dans le programme? Volontaires aussi comme les volontaires. Volontaires. Mais à partir du moment où ils sont matchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour formaliser, on les paye $1000. Je sais pas, vous m'avez mis dans la base cadeau, quoi. Moi, j'ai pas eu mes $1000. Le a été matché. Non. Voilà. Non, je vous fais. Ça, je ne pas me payer. Voilà, donc bon, ça, je l'ai déjà expliqué. Le recrutement des mentors, je pense que c'est à peu près clair. Je fais la formation. L'organisation des besoins, on l'a fait. Oui, j'ai fait une formation. Ça, on en a parlé également. Oui. Excel Academy. Alors, c'est en fait un curriculum qui avait été créé donc, à la base en anglais pour Excel Africa, qui a été traduit en français, donc qui aujourd'hui est disponible dans les deux langues. Et l'idée de cette plateforme, c'est de répondre vraiment, encore une fois, à des entrepreneurs nature. On va venir sur les curriculums. Donc,
c'est disponible gratuitement et tous les hubs sont invités à aller voir et à potentiellement utiliser ces documents. Le lien est ici. Voici les modules, donc rapidement disponibles. Levée de fonds, comment s'y préparer, gestion et présentation des risques face aux investisseurs, due diligence, priorité et pratique, faire grandir votre entreprise, risque et opportunité du partenariat avec les grandes entreprises, valorisation de la start-up, toutes les raisons des différentes approches de valorisation, financer la croissance, montage financier et structuration des investissements, comprendre les term sheets pour mieux les négocier, et modèle financier et projection. Ça, c'est Le curricula. voilà, les 9 modules qui sont disponibles. Qui a fait quoi? Qui les a produits? Qui a administré? C'est Vici for Africa qui a produit ces modules. Donc, comme je le disais en anglais, et donc c'était traduit. D'accord. Et tout ça, c'était dans la plateforme. Tout ça est disponible et on vous invite, encore une fois, le lien est là. On vous invite à vous inscrire, à regarder et à les utiliser potentiellement avec. C'est quoi le lien? Je partage le lien. Le Je lien viens de le mettre. est là. C'est ça? Quoi qu'il arrive, on vous Oh. Le Le document, tu vas l'envoyer après. That's nice. Excellent. Et le lien est là. Intéressant. Et là, vous avez le screenshot. Voilà. Résidence en France, donc du 11 au 18 mai, ça a été marqué par Aix-en-Provence et Philippe Paris. 2 objectifs, donc c'est sur les mêmes objectifs. Voilà. Résidence en France aussi, il y a eu un volet formation sur site. Exactement. Et après la visibilité au niveau des plateformes, Voilà. Patek et tout ça. Par contre, ce qui a été compliqué, c'est que, bon, ce qui a bien, on va commencer sur ce qui a bien fonctionné. Ce qui a bien fonctionné, déjà, c'est la cohésion qu'il peut y avoir et donc les échanges qu'il peut y avoir entre les entrepreneurs. Ça, c'est toujours une grosse valeur ajoutée. Avec un exemple, par exemple, avec un des participants qui a pu donner et former des outils comme Scrum pour les équipes IT, voilà, des choses très concrètes. Le contenu des formations a quand même été très bien accueilli par les entrepreneurs. Les mêmes. Oui, parce qu'en fait, on y reviendra aussi rapidement, mais en fait, à chaque fois, on a toujours fait un suivi avec des questionnaires et pour essayer de voir. Là où il faut revenir. Voilà. Okay. Donc, et en l'occurrence, j'ai plutôt satisfait de tout ce qu'ils ont pu apprendre. On a eu des partenariats très intéressants, notamment celui de Deloitte qui a été particulièrement plébiscité par les entrepreneurs, qui a été marqué par au début quelques formations, on va dire en masterclass, mais ensuite plein d'experts. C'était quoi ce contenu? Bon, il y a eu pareil, il y a eu du légal, beaucoup de conseils légal. Il y a eu préparation à l'investissement aussi. Et en fait, ensuite, à partir de là, il y a eu plusieurs experts de Deloitte sur différents secteurs. Là, pour le coup, il y en avait une dizaine, chacun avec leur spécialité, et qui ont passé la journée avec les entrepreneurs et chacun a discuté. Ce contenu, est-ce qu'on l'a? Non, il n'y a pas ça. Oui, mais sauf que quand on va dans ce genre de choses, c'est train the trainer. Transfert de compétences. De compétences. On ne peut pas chaque année faire appel à eux. Tout à fait. En l'occurrence, c'est des choses qu'on essaie de... En fait, systématiquement, il faut qu'on le mette dans nos programmes. Si on a recours à des partenaires, disons, le contenu, oui, ils le font, mais après c'est pour nous. Voilà, c'est ce qu'on paye, surtout si c'est payant. Bon, en l'occurrence, la plupart de ces programmes étaient pour nous. Mais, même pour Renault, mais ils le font aussi sous forme de RSE. Oui, tout à fait. Il faut qu'ils donnent. Voilà, et ce qui a bien marché aussi, c'était Aprobite. Aprobite, en plus des pitchs sur scène, on a eu des moments, en fait, des sessions deep dive. Donc, tous les investisseurs qui ont participé au pitch et qui avaient envie d'en savoir plus, pu assister dans une petite salle close avec l'entrepreneur, donc les 10 avec chacun leur salle. Et donc du coup, voilà, ils ont pu avoir un peu plus d'informations sur les sessions de 45 minutes d'échange. Ça a très bien marché. Vraiment, les salles étaient pleines, beaucoup
d'investisseurs ont pu participer à ces deep dives. Voilà, c'est vraiment ça, des gros points. Bon, la contribution de Sophia Business Angels, qui est aussi un des partenaires et qui a intervenu à The Camp, a été un petit peu moins appréciée par nos entrepreneurs, parce que déjà ils n'investissent pas tant que ça en Afrique, donc ça les intéressait moins, et puis bon, parce que, même s'ils représentent une bonne opportunité de réseautage, ce n'était pas forcément les plus pertinents. Vous avez choisi Sophia Business Angels parce que vous étiez à Défense. Oui, bon, c'est parce qu'effectivement, c'est à côté de Sophia. Qui est faux. Juste à côté, il ne faut pas se fatiguer. Parce que, non, mais aussi parce qu'ils nous ont proposé, un partenariat intéressant. Voilà. Ouais. Faut pas cracher dessus. Le problème, c'est qu'on a eu aussi trop de temps, et voilà. Et puis, bon, c'était compliqué aussi d'être sur deux villes. Ouais. Bon, les petits problèmes logistiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était Les hôtels. le consortium. En fait, la résidence en France a été financée par la Banque mondiale et non pas par le programme. Donc, ce qui fait que ce n'était pas le consortium qui gérait. Puisqu'on a le temps limité, on va passer rapidement. Est-ce que les documents sont pas partagés? Oui, bien sûr. Pas sur des choses essentielles dont tu as envie de nous entretenir. Partenaires, Ouais. on les remet. Bien sûr, ce genre de programme a un coût, donc je pense que si vous avez envie de répliquer, vous avez envie de savoir. Il faut comprendre que nous, c'est un programme d'accélération, mais on ne prend aucune commission ou part le consortium. C'est vraiment un programme qui est payé par sur la totalité, on est sur un budget d'à peu près 175 000 $. C'est sans compter la résidence en France. Mais, alors, quand on fait tout ça, on gagne de l'argent. Qui ça? Le consortium. Le consortium est payé pour son travail. Le consortium est un prestataire. Oui, Non, c'est 173. oui. Donc, pour la campagne, je reprends les trois gros points qu'on a pris. Donc, on a fait la campagne, la sélection et puis le curriculum. La campagne, c'est à peu près 10 000 $. C'est principalement le marketing, le PR qui coûte de l'argent, un petit peu le Facebook aussi, et puis les voyages. Les voyages pour aller participer. Dis-moi, quel est le pourcentage du consortium? Le pourcentage sur les 173? 20%? 30? 5? C'est pas écrit? C'est pas écrit. Non, il n'existe pas. Pour le processus de sélection, comme on a dit, on a utilisé la plateforme de Visit for Africa. Tu nous enverras des chiffres après, d'accord? Le pourcentage. Hors caméra. Bien sûr. Il y a donc Visit for Africa, la plateforme, on ne paye pas. Comme on a les investisseurs sont nos partenaires, on ne les paye pas pour leur travail de jury, ils le font gracieusement. Et puis tous les échanges, c'est fait par plateforme, donc ça, le coût de sélection, c'est gratuit. Le curriculum, c'est surtout voilà, des coûts liés à la résidence, évidemment, un petit peu des trajets, des frais de mentorat aussi, parce que comme on l'a dit, on pense que c'est vraiment nécessaire pour formaliser cette relation. Pratiquement tous ceux qui ont fait des formations résidentielles, comme on l'a dit, l'ont fait gracieusement, à part ce fameux partenariat avec IEP, mais qui était extrêmement intéressant en termes de contenu. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Vraiment les deux gros c'est le mentorat et les résidences, et donc encore une fois l'autre résidence de France est en plus. Suivi évaluation, comment on suit le progrès de ce
programme. Donc on a eu une approche d'évaluation tout du long. Il y a des indicateurs de performance donc, qui sont liés directement aux startups accompagnées, croissance du chiffre d'affaires, nombre de nouveaux contrats, contacts, etc. Et des indicateurs sur les composantes du programme avec beaucoup de feedback qu'on demande sur tous les processus. Après chaque phase de processus, on demande des feedbacks. Donc on a des data qui nous sortent de la plateforme, évidemment, des données recueillies avec les questionnaires qu'on peut faire à différentes étapes, et puis bon, des rapports, d'IA pour savoir un petit peu Donc voilà, là vous avez une idée des enquêtes qu'on fait. On a fait une enquête après le Mali, on a fait une enquête après Paris, et on va faire une enquête après le programme de mentorat. Et enfin en 2020, 12 mois après le petit final. Voilà, donc bon, ça c'est un petit peu les tableaux où vous regardez ça. Tranquillement. Voilà. On a 5 minutes. Hein. Oui, bah, on arrive sur le dernier slide. Les premiers résultats de l'Afrique Excel. Iptotmom du Cameroun a réuni 90% de son tour d'investissement de 2 millions de dollars. Bravo. Je l'ai banni. Il n'est pas Bami. Ah, oui, oui, oui. Dieu traitement. Et ces entreprises ont été retenus au concours d'études World State Impact Venture Initiative pour la solution de un prix. Gaëlle Dahl, associée directrice de PAPS, est invitée par Social Business Angels Venture Academy, qui se tiendra en octobre à Marseille, avec beaucoup de business angels. Bon, Papa Sarr, pour nos Sénégalais, chef de la délégation de l'entrepreneuriat rapide, que vous connaissez sous le nom de l'AIR, s'est engagé verbalement à financer 3 des 10 meilleures startups de l'Afrique Excel lors du pitch à Vivatech. C'était lesquels les 3 DER, c'était Il a dit qu'il s'est engagé à en financer 3 des 10. Il n'a pas précisé. 3 des 10, même pas, peu importe la nationalité. Oui, peu importe la nationalité. Super. Ça c'est bien, ça c'est. Et Firefly a annoncé avoir bouclé son tour de taille. Firefly, il est. Firefly, c'est ma femme. Firefly, il est sérieux. Il est en train d'aller. Il m'a pas dit ça, ouais, m'a pas dit, on est donc, on a fait la formation très condensée, 58 minutes et 53 secondes. Il y a beaucoup plus d'informations dans le document, vraiment je vous invite à aller voir. Et si vous voulez qu'on échange un petit peu, ben, on peut échanger. Ben White, c'est le CEO de Visit for Africa. Il y a 2 cofondateurs. Oui, bon. Ah bah oui, allez, Alors, on va vous fournir aussi, si vous le souhaitez, toutes les annexes suivantes, les critères d'éligibilité et de sélection, les formulaires d'inscription, la totale quoi. Vous avez mis tout ça sous une clé? J'ai mis tout ça sur un drive. Un drive. Oui, tout est sur un drive. Super. Ah mais Sur bravo. quoi Google Drive? Ouais, 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 c'est bon. Puis, C'est quoi votre politique d'intégrité là? alors ça, c'est pour les mentors. Pour les mentors. Oui, c'est une politique d'intégrité dans les affaires. On fait signer PAC qui dit qu'on Oui. va faire de zéro, bien sûr, qu'on va pas financer ceux qui n'ont pas fait signer à ces gars. Alors, qui est des résidences? Ok. Voilà, c'est un peu ça. L'idée, encore une fois, c'est voilà, de partager tout ce que nous on a pu faire, nos erreurs, c'est pour ça qu'on a pu assister. On va nous pratique également. J'espère que ça a été relativement clair sur ce qu'on a pu faire. Standing ovation. Au début du programme, je pense que nous avons été contactés par vous-même pour faire en fait, une campagne de sensibilisation. pourquoi les gens s'inscrivent? Et après, ça n'a pas été fait. Bon, justement parce que voilà, il y avait au niveau budgétaire, ça
n'arrive pas à le faire. En fait, je sais pas. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? Ouais, j'allais poser cette question. C'est pareil pour Oui, vous devez venir. Et après, ça a été annulé. Et non, on n'avait pas qui devait venir. Ils avaient des partenariats avec des structures de chaque pays pour effectivement recruter, mais ça n'avait jamais été fait. Oui, si certains d'entre vous nous ont envoyé leur. Oui. Ce qu'on avait demandé, c'était de renvoyer vos références. Oui, des noms de... Moi, je n'ai pas été contacté pour envoyer des références. En tout cas, nous, on avait vu. À un moment, il y avait eu un engouement, en fait. Je m'étais positionné, on était prêt à acquérir. Et après, il y a une sorte d'oubli, en fait. Il y avait En fait, il y a eu effectivement, on voulait faire le tour pour aller chercher et discuter en fait avec les malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que donc on avait un budget pour ça, qui faisait partie du budget Outreach, et que ce budget a été requalifié par la Banque mondiale qui nous a pas laissé. En l'occurrence, oui, en fait, sur cet aspect, moi, peut-être ma contribution, c'est d'appuyer peut-être sur ces partenaires-là. Nous, aujourd'hui, en fait, nous sommes prêts à mener des campagnes au niveau local. Et là, c'est ce qu'on a fait depuis les années. Exactement. Et je pense que le renforcement du réseau Sahel-Innov, etc., va aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, l'idée d'avoir répondu en tant que Sahel-Innov, vous l'avez vu, c'est Sahel-Innov une fois par semaine. C'est vrai que les deux acteurs actifs étaient la fabrique et le système, mais l'idée c'était aussi de mettre en avant le réseau. Et donc, du coup, maintenant avec la formalisation et les nouvelles activités qui vont avoir lieu, ça va effectivement donner plus de poids et permettre de faire plus facilement aussi ce genre de data. Pile poil. Mais il a répondu. Oui, on a compris. D'autres questions? Écoute, merci. Ouais, tu nous as blagué, hein. J'ai une petite question. C'est quoi le plan pour l'année prochaine? Alors, On est en milieu d'année, quelque chose a été prévu par rapport à cette promotion? Ouais, pas cette promotion, mais la prochaine porte. Est-ce que, c'est là on a un réseau un peu plus grand, on a d'autres pays, donc comment on intègre tout ça? L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce genre de programme. Je pense que la première capitalisation qu'on doit en faire, nous, en tant qu'incubateur, c'est justement l'intérêt que, grâce à ce tapage, à la notoriété de ce programme, et on l'espère au succès du financement de start-up, on peut utiliser ça comme un argument pour attirer de plus en plus d'investisseurs sur ces terrains francophones. De dire, voilà, vous voyez, il y a eu telle campagne de financement qui a réussi, il y a des choses intéressantes, il faut venir nous voir plus souvent et s'appuyer sur les partenaires qui peuvent faire du deal flow pour vous, etc. Nous permettre de financer. Je pense que c'est la première chose. Par rapport au programme en lui-même, comme je le disais tout à l'heure, c'est un programme de la Banque mondiale. Nous, on est les maîtrises d'ouvrage. Donc, la Banque mondiale parle effectivement d'une prochaine édition qui serait sans doute plus large géographiquement. Mais ça, on n'a pas de vue. Et c'est ce que la Banque mondiale a annoncé au moment vu. Si je lance, j'imagine qu'il y aura un appel d'offres pour la maîtrise d'ouvrage. Moi, je persiste sur l'accompagnement dans la durée, parce que je ne pense pas que ces 10 startups-là, on devrait les laisser dans la nature. Vous savez, c'est comme les réseaux de télécom. Au départ, vous avez 100 000 abonnés, vous dépensez moins, et quand vous allez à 1 million d'abonnés, vous dépensez plus. Il faut qu'on trouve un moyen de
de babysitter encore autrement, en fait, ces 10 premières startups, et peut-être les autres qui vont entrer dans le pipe, ainsi de suite. Parce que sinon, on va juste... il y en a qui sont encore très faibles. Moi, je les vois, je vois les noms, c'est très beau dans le papier, mais la réalité, c'est tout autre. Et on n'y est pas forcément dans la mise en relation. Et tout ce qui est PAPS, Wikari et tout, je peux vous dire, ça tire le diable par la queue. Et ça serait dommage qu'ils lèvent des fonds et qu'ils ne puissent pas rembourser ou même commencer à gagner de l'argent. Ils ont des concurrents féroces. DHL s'est lancé. DHL a le réseau de logistique. Écoutez, si DHL s'y met un peu plus, eh ben c'est fini pour eux tous. D'accord? Je donne juste un exemple. Hein. Mais si nous voulons créer nos licornes demain dans la région, c'est plus de mentorat, c'est plus de suivi, c'est plus de réseautage. Il faut que l'on fasse les choses consciemment. Et là, moi, j'ai peur. On est juste en train de tick the box. 6 mois, je doute qu'en 6 mois, qu'on puisse transformer quelqu'un. Je pense que ça pour faire une réponse même je suis forcément d'accord avec cette analyse. Je pense qu'il y a bon, déjà au niveau du mentorat, c'est 6 mois qui sont formalisés et en réalité on essaie de créer une relation et on les encourage très fortement à cultiver cette relation. Certains ont déjà d'ailleurs annoncé voilà, qu'ils vont continuer à se parler même une fois qu'il n'y aura plus de contrat qui les liera. Mais c'est quelque chose qu'on essaie d'encourager, qui permet d'avoir un suivi. Et puis là, l'idée du programme, c'est de mettre, à partir du moment où les investisseurs rentrent, les investisseurs, eux, ne vont pas juste, voilà, ils ne mettent pas juste leur argent et puis ils regardent. Les investisseurs, une fois qu'ils rentrent, particulièrement les VC ou les Los Angeles, mais aussi sur eux, le mentor, etc. Une fois qu'ils sont dedans, il y a ce suivi qui est assuré. Donc, il y a cette période-là entre donc, la sortie des incubations, des choses comme ça, la période de croissance, où il y a plus vraiment d'accompagnement, et la période où, une fois qu'on est financé, il y a un accompagnement qui va avec, par celui qui a eu l'argent. Voilà, c'est peut-être aussi la... Quand un VC rentre, je suis d'accord qu'il prend un peu le relais. Mais combien d'entre eux n'ont pas de VC qui sont rentrés? Et c'est ça qu'il faut traquer. Ce serait dommage de nommer quelqu'un lauréat et puis qu'il disparaisse. Non, mais en fait, voilà, il ne faut pas voir, je pense, moi, en tout cas, mon point de vue, il ne faut pas voir ça comme un concours, parce qu'en soi, il gagne rien. Non, ce n'est pas un concours. Hein. Encore une fois, je reviens sur le principe de création de valeur. D'accord? On veut demain faire partie, avoir un écosystème, un tissu économique dense, pour créer un peu plus d'emplois et un peu plus de richesse pour le continent. Voilà. Peut-être pour prendre en compte ce qu'il a dit, au niveau de la levée du fonds, des investisseurs qui entrent, peut-être il faut bien s'assurer que c'est ceux-là qui ont les fonds d'assistance technique et qui pourront suivre pendant la durée de leur investissement. Donc ça peut être un des critères, pas de peut-être, mais que peut-être il faut imposer au cas où la durée sur les 6 mois de l'accélération ne peut pas être prolongée. À ce moment, on dit, bon, l'investisseur qui rentre, c'est lui qui prend. Ça doit faire partie des critères et tout, et puis bon. Et même l'assistance technique, hein, vous pouvez bien téléguider ça. Hein. Exact. S'entendre pour reprendre ça, parce que c'est un coût, hein. C'est un coût que quelqu'un doit prendre. Et d'ailleurs, certains fonds, je peux vous dire, j'ai échangé avec Dem Tigandem de Partech. Il me dit, écoute, nous, en tant que VC, ça nous coûte très cher l'assistance technique. Oui, parce que quand ils lèvent des fonds, ils dégagent juste une partie, 2 à 4%, qui sont les frais de fonctionnement du fonds. Mais ils
ne peuvent pas recruter énormément pour aller apporter toute cette assistance technique. Donc, s'il y a des accompagnateurs que nous sommes, qui peuvent leur fournir ce travail, leur mâcher ce travail de qualité au préalable ou même pendant, à moindre coût, écoute, ils sont preneurs. Ils sont preneurs. Et puis surtout, eux, quand ils injectent, c'est pour rester là pendant 4 ans, 5 ans, voilà, 7 ans. Hein? Ok. Écoute, bravo encore une fois, même si vous faites vos faillots avec vos, vos écharpes sans nous avoir donné. Merci, comme par hasard. Steve, qu'est-ce qu'on dit? Ah, on les déteste. On n'est pas avec eux. On n'est pas avec eux. Moi, j'ai posé la même question. Toi, tu as vu exactement comment j'ai posé cette... On m'a sorti la même histoire qu'on t'a sorti. Non, on la laisse à l'aise avec l'aide. Moi, je ne savais pas qu'il Allez, merci les gars. Merci beaucoup. Tu lèves la séance ou bien? Toi, tu as un rendez-vous, c'est toi qui parles plus dans la séance. C'est toi qui est présent. Non, mon pied, ton pied. On est ensemble. Mon pied, ton pied, là. Ce soir, là. Mon pied, ton pied. Ce soir. Mon pied, non, c'est pas dans notre programme. C'est pas dans notre programme. Non, 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 non. Même pas dans notre programme. C'est 2 places. Non,